Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Clinique de l'Écolier. Je m'appelle Virginie Bossu, je suis psychologue spécialisée dans les difficultés d'apprentissage et je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur les difficultés d'attention et de vous offrir 6 clés pour vous aider à mieux les gérer. Votre enfant peine à se concentrer. S'agit-il du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ? Il faut savoir que les difficultés d'attention et de concentration sont avant tout un symptôme. En tant que tel, il est possible qu'elles ne soient que transitoires ou retrouvées dans un seul milieu de vie de l'enfant, à savoir soit l'école, soit la maison. Ces difficultés peuvent être en lien avec un manque de motivation, ou elles peuvent être consécutives à un événement de vie difficile, ou bien encore en lien avec des affects dépressifs, ou encore en lien avec des troubles des apprentissages. Ces difficultés peuvent également faire partie du tempérament de l'enfant, comme par exemple un enfant qui aurait bien besoin de bouger ou tout simplement un enfant d'un tempérament plus anxieux. Le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est un syndrome qui répond à des critères diagnostiques très précis. Les difficultés attentionnelles sont centrales dans ce trouble et perturbent le fonctionnement scolaire, social et familial de manière très importante. C'est un trouble que l'on peut dépister par une batterie de tests chez un neuropsychologue spécialisé dans ce domaine. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un tel professionnel car plus on intervient tôt, plus la prise en charge est efficace. La question se pose aujourd'hui de savoir s'il y a plus d'enfants concernés par les difficultés d'attention aujourd'hui et en particulier par le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Eh bien, c'est difficile à dire. Ce trouble a toujours existé, mais nos modes de vie semblent quand même davantage exacerber ce problème aujourd'hui. On peut dire que le diagnostic de ce trouble est bien plus efficace aujourd'hui, et il est peut-être même possible qu'on surdiagnostique. Le débat est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que notre mode de vie actuel offre moins aux enfants la possibilité de se dépenser. Nos logements sont beaucoup plus urbains, ils sont peut-être aussi moins spacieux, les transports sont mécanisés, les écrans ont souvent remplacé les jeux extérieurs et les enfants jouent de moins en moins à des jeux d'imagination, de manipulation ou toutes sortes de jeux de société. Les enfants sont souvent fascinés et envahis par le monde de l'image et de l'immédiateté. L'école a donc beaucoup plus de difficultés à rivaliser avec cette surstimulation. Les activités traditionnelles proposées sont nettement moins stimulantes pour certains enfants. Là encore, le débat reste ouvert. Pourrait-on uniquement apprendre par le jeu et est-ce que l'effort et, d'une certaine manière, l'ennui ne fait pas partie intégrante de l'apprentissage? Effectivement, apprendre, ce n'est pas facile et ça demande des efforts. D'un autre côté, la société engendre également une grande pression sur les enfants et leur réussite. Les comportements déviants sont beaucoup moins tolérés et l'on cherche à gommer, soigner et éliminer toutes les conduites des enfants qui deviennent un petit peu dérangeantes. Alors, que puis-je faire pour aider mon enfant à mieux se concentrer? D'abord, première clé, on peut d'abord réfléchir soi-même à notre propre mode de vie. Sommes-nous plutôt du genre posé ou plutôt du genre hyperactif dans notre quotidien et nos activités ? Parce que ralentir soi-même est une condition sine qua non pour aider nos enfants à se concentrer. Il faudra donc éviter de le stimuler en permanence et lui laisser le temps de rêver, de ne rien faire, voire même de s'ennuyer, même si cela lui déplaît. Et oui, parce que les chiens ne font pas des chats. Si nous-mêmes ne savons pas nous poser, comment pourraient-ils le faire eux-mêmes? Deuxièmement, il faut respecter le besoin de mouvement des enfants et pour cela limiter aussi le temps d'écran. Vous pouvez par exemple aller à pied ou à vélo à l'école, vous pouvez goûter au square ou renouer avec la promenade du dimanche. Il faut aussi pouvoir accepter que votre enfant joue dans le jardin, même lorsque le temps n'est pas radieux. Après tout, ils ne sortent pas en récréation que les jours de grand beau temps. Les activités sportives vont également être intéressantes à condition qu'elles n'envahissent pas l'emploi du temps libre de l'enfant. Troisièmement, vous pouvez enseigner la relaxation à votre enfant, c'est un merveilleux cadeau dans la vie. Vous pouvez lui apprendre des postures de yoga ou lui offrir quelques CD de musique douce
ou s'exercer au massage en lui apprenant à se passer une petite balle sur le corps, ou faire quelques exercices de tension, détente, voilà, musculaire, et lui apprendre à méditer pendant quelques instants. Quatrièmement, vous pouvez l'aider à structurer le temps et l'espace. L'enfant a besoin de repères pour grandir et se rassurer. En ce qui concerne le temps, on va privilégier les routines et les rituels. C'est indispensable pour l'aider à s'organiser. Vous pouvez également utiliser le chronomètre visuel, le sablier ou les plannings. Vous pouvez également l'aider à faire les activités dans un temps limité, car faire les activités dans un temps limité peut lui permettre d'optimiser la mobilisation de ses ressources attentionnelles. Effectivement, si on a 5 minutes pour faire une tâche, on ne va pas perdre notre temps à réveiller. Pour l'espace, une bonne organisation matérielle est nécessaire, avec une maison qui va être rangée et un matériel qui va être organisé d'une manière rationnelle. Cinquième tâche, les demandes que vous formulez à votre enfant doivent être courtes et très claires. Elles doivent être formulées de manière affirmative. Évitez par exemple de lui dire « arrête de courir » ou « ne cours pas ». Il vaut mieux lui dire « déplace-toi dans la maison en marchant ». Un enfant a beaucoup de difficultés à comprendre les négations, nous aussi les adultes d'ailleurs. Sixième clé, on pourra anticiper les comportements souhaités. Être proactif est souvent très efficace, surtout si les actions adaptées sont renforcées dans un tableau de renforcement, dans un tableau de récompense par une petite gommette ou une image ou un jeton que vous allez pouvoir échanger, qu'il va pouvoir échanger contre une activité plaisante. Je vais vous offrir une septième clé. Pendant les devoirs, par exemple, période ô combien difficile lorsque l'enfant rencontre des difficultés d'attention, parfois bouger lui permet de mieux se concentrer. On peut l'aider à réciter sa poésie debout ou en la mimant. Vous pouvez également adopter un coussin d'air, qui est ce qu'on appelle un coussin de stimulation, parce que lorsque l'enfant a besoin d'obtenir une concentration maximale pour une consigne précise, il a parfois besoin de bouger et de mettre ses muscles en tension pour pouvoir mieux se concentrer. Dès lors que vous avez une consigne très pointue et courte à lui formuler, n'hésitez pas à lui demander de fournir une posture d'écoute, c'est-à-dire qu'elle soit assise, bien droit et qu'il vous regarde bien dans les yeux. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire tout en bas de cet écran. À bientôt!